Des forces traversent nos vies. Elles passent à travers nous comme des courants invisibles. Elles entrent, se déposent, nous divisent, nous enferment parfois, nourrissent des illusions, amplifient des mensonges. Dans son roman Les Forces, Laura Vasquez met en scène une narratrice qui observe le monde avec une lucidité presque douloureuse. Elle est persuadée que tout le monde ment, non par malveillance, mais par habitude, par imitation. Autour d'elle, les mots semblent usés. Chacun parle avec des phrases mortes, des pensées qui ne leur appartiennent plus. Les idées s'emboîtent comme des Legos, mécaniquement, sans vie propre. Tout lui paraît comédie, code, conditionnement. Rien ne semble vrai. Les êtres humains, dit-elle, coulent leurs pensées dans celles des autres. Le roman interroge alors le langage, l'identité, la liberté. Sommes-nous réellement libres de nos choix ou croyons-nous l'être simplement parce qu'on nous a appris à le penser ? Quelles sont ces forces silencieuses qui nous façonnent, nous dirigent, nous conditionnent ? Et surtout, comment les reconnaître et comment s'en affranchir ? Car ce roman est avant tout un récit initiatique. La narratrice, déçue du monde tel qu'il se présente, tente de trouver un passage. Elle cherche une issue par les mots, par l'écriture, par la lecture, parce que le langage ouvre lorsque l'on le manie avec délicatesse. Chaque mot devient un éveil, chaque phrase une tentative pour séparer le vrai du faux, pour s'extraire de l'ombre d'un monde qui parle trop vite et trop mal. Elle refuse de devenir ce qu'on lui dit d'être. Sa révolte est une résistance contre les pensées mortes, contre les identités imposées, contre les rôles assignés. Elle veut comprendre ce qui circule entre les visages, ce flux souterrain, cette énergie qui précède les mots et les dépasse. Il y a, dit-elle, un secret dans les choses, et le secret des choses prend la forme des choses. Comprendre ce secret, c'est commencer à briser les murs, car ce livre est avant tout un livre sur le langage. Ce sont les mots qui bâtissent les murs et les fissures. Les phrases toutes faites, les idées préfabriquées, ce sont les briques de nos prisons. L'identité devient une cage dès que nous cessons de la questionner. Dès que nous acceptons, sans voir, les formes qu'on nous impose. Et c'est là que Laura Vasquez éclaire. Son texte n'est ni un essai, ni un discours, ni un manuel de développement personnel. C'est un poème-texte. Un texte-poème, une méditation lucide, parfois brûlante, sur notre condition. Comprendre la construction des barreaux de la cellule est la première étape avant de les briser. Car une prison invisible reste une prison, peut-être la plus efficace de toutes. Si vous n'avez pas d'opinion sur les êtres vivants que vous rencontrez, dit-elle, les êtres vivants que vous rencontrez ne vous limitent pas. Les mots éveillent. Ils sont des lampes au cœur du labyrinthe. On n'a pas besoin de maître, de guide ou de gourou. Certaines phrases suffisent. Certaines phrases nous font voyager. Elles nous emmènent en nous, puis hors de nous, puis reviennent, dépouillées, lumineuses. Prenons celle-ci, l'une des plus puissantes du livre. Elle peut te prendre ta tristesse et elle peut te la rendre. Et alors, tu peux voir qu'elle n'est pas toi. Imaginons un instant être écrasé par la tristesse
et par n'importe quel sentiment qui nous dépasse. Et soudain, une présence extérieure, un visage, un geste, une voix, extrait cette tristesse, nous la montre, puis nous la rend. Et dans cet infime déplacement, tout change. On voit, on comprend. La tristesse n'est pas soi. Elle ne définit rien, elle passe à travers, mais ne devient jamais l'être. On pourrait répéter cette phrase 1000 fois, l'étendre à d'autres émotions, à d'autres attachements, l'appliquer à chaque forme de peur, de honte, de colère. Une phrase comme celle-ci n'est pas une simple idée, c'est une brèche. Plus loin, la narratrice écrit « Souvent, je me réveille de mon corps à moi-même, je deviens extérieur aux choses, extérieur à moi. Je vois une beauté d'une miraculeuse majesté. Alors, j'en suis sûr, je participe à un monde supérieur. » Le langage contient le temps. Il contient aussi les forces. Il contient nos limites et peut-être la manière de les franchir. Elle interroge ensuite la liberté des autres. Tu penses que les autres sont libres de leur jugement, libres de leurs pensées ? C'est comme si, face à la mer, tu t'adressais à une goutte d'eau en lui disant « Tu es libre, sors-moi de là ». La narratrice cherche à fuir la prison du moi. Cette prison où l'argent et la réussite deviennent les seules mesures, où chaque visage semble programmé, où les identités sociales fonctionnent comme des scripts. Comment fuir ? Peut-être en écoutant les signes, peut-être en revenant au flux, au mouvement avant les mots, avant les rôles. Elle comprend que la réalité est un récit, que le réel raconte sa propre version du réel, et que nous finissons par y croire sans y penser. Revenir au flux vital, s'extraire des prisons extérieures, qui se sont transformées à force d'habitude en prisons intérieures. Elle écrit « Notre personnalité sociale est créée par les autres. Je suis dans le monde, tout me séquestre. » Alors, une question demeure, insistante, nécessaire. Peut-on vraiment s'extraire de ces mécanismes ? Et qu'y a-t-il au-delà du système, au-delà des forces qui nous traversent et que nous croyons être en nous ?